je prends la suite des équipes d'HAD. Alors, moi, je vais me placer sur le point de vue d'un gériatre qui a travaillé en milieu sanitaire. J'étais praticien hospitalier et j'ai eu quelques années de travail en milieu EHPAD. Et pour complexifier la chose, en EHPAD aussi, on peut mettre de l'HAD en EHPAD. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, mon itinéraire, c'est que j'étais dans une carrière sanitaire, praticien hospitalier, et brusquement, je me retrouve en secteur EHPAD, euh, médico-social. Donc, un autre monde. Je ne sais pas si certains ont déjà vécu ce passage. Alors, c'est un autre regard, un autre langage. J'ai remisé ma blouse. On n'est pas en blouse, les médecins en EHPAD, moi là où je travaillais. Et puis, quand je disais un patient, on me reprenait tout de suite, non, 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 c'est un résident. Donc voilà, on se dit, mais c'est les mêmes. Certains, je les avais vus passer à l'hôpital ou je les avais suivis en hôpital de jour et c'était les mêmes. Mais c'était plus des patients, c'était des résidents. Grosse question. Donc, pourquoi j'ai demandé, mais pourquoi? Bah, parce que c'est un domicile. Vous voyez, ça devient compliqué. Pour autant, ils sont encore malades. Oui, oui, bien sûr, ils sont encore malades. Et pour ma part, ce sont encore des patients. Et mon rôle, j'étais médecin coordonnateur. Je pense que coordonner, c'est soigner. Et donc, pour moi, c'était quand même des personnes malades. Et mon métier, c'était quand même de leur apporter du soin médical. Alors, je crois que Patrick Karcher a bien expliqué le processus. Pardon, excuse-moi. Euh, voilà. Le processus de l'histoire des EHPAD, je vais pas y revenir. Donc, pour être en EHPAD, il faut quand même être vieux, donc plus de 60 ans. Merci. Dépendant. Et puis, et puis voilà. Et dans cette époque-là, voilà, on a aussi apparition du rôle de médecin coordonnateur. Alors, par rapport dépendance maladie, je reste quand même assez persuadée sur un plan médical qu'on devient dépendant parce que on a été un peu malade. Mourir de vieillesse, ça existe certainement, mais le vieillissement et notre fin de vie, elle est quand même conditionnée par des maladies, le plus souvent multiples, parfois des cancers, parfois des choses très spécifiques, mais de plus en plus de cancers d'ailleurs, parce qu'on vieillit avec un cancer, mais on a beaucoup de maladies cardiovasculaires, on a beaucoup de maladies rhumatologiques, et on a surtout des maladies neurologiques. On ne parle plus de démence aujourd'hui, on parle de troubles neurocognitifs majeurs, ça se médicalise bien tout ça. Euh, Voire psychiatrique. Dans les EHPAD, on a aussi beaucoup de patients, allez, osons-le, qui ont un itinéraire de soins en milieu psychiatrique, qui ont une maladie psychiatrique, qui longtemps d'ailleurs ont été institutionnalisées en secteur spécialisé. Alors, dans cet environnement-là, on a des grandes questions qui mobilisent les EHPAD. Le consentement. Ah, il faut qu'il y ait un consentement à l'entrée en EHPAD. Il faut cocher la case, sinon c'est pas bien. Mais comment on va gérer cette question de consentement? Euh, et il y a aussi une idée un peu ubuesque. Est-ce qu'à domicile, c'est toujours tellement mieux? Puisque l'EHPAD, on y va parce qu'on est obligé, mais c'est tellement mieux à la maison. On a vu, c'est une photo dans ton introduction, bah, c'est pas si tellement mieux que ça à domicile. Est-ce que ça ressemble vraiment à un domicile? Je renvoie à l'excellente présentation et des questions de ce matin sur l'architecture aussi à domicile d'EHPAD. À quoi ça doit ressembler? À quel domicile? Est-ce que c'est un domicile des années 70 avec des choses que nous on trouve très moches? Ou est-ce que c'est des choses plutôt vintage qu'aujourd'hui on trouve très, très belles? Enfin, voilà. Mais pour autant, ces résidents ou patients en EHPAD sont toujours vivants et ils doivent toujours être acteurs dans leur parcours de soins. Donc c'est quand même compliqué. Donc je vous renvoie, et là je fais un petit peu de publicité parce que j'ai participé à ce groupe à l'HAS. C'est un guide qui est sorti en 2025 où il s'agit de comment recueillir le point de vue des personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs modérés à sévères en
une ESMS, donc ça veut dire EHPAD et également structure à domicile. Donc on a travaillé sur ce sujet-là et je peux vous dire que ce n'était vraiment, vraiment pas simple. On a même eu des interrogations. Est-ce qu'il existe des patients experts en médecine gériatrique en EHPAD? Ben oui. Alors, est-ce que lieu de vie, lieu de soins, est-ce que ce sont des visions opposées? Donc, Marie-Claire Guérin a bien dit que non, il y a un équilibre. Il faut essayer de ne pas opposer, mais comment ne pas opposer? Donc, c'est bien deux mondes. Pour ma part, on ne pourra jamais parler d'un projet d'accueil personnalisé, PAP, je crois que ça s'appelle, je sais pas, peut-être le terme a changé, hein, sans un projet de soins solide. Et un projet de soins solide, c'est quoi? C'est d'abord une formalisation des objectifs de soins. Je sais pas, on n'en a pas trop parlé ce matin, mais ce qu'on appelle les niveaux de soins, dans quel cadre de soins on va réfléchir en amont. Est-ce que c'est du soin complètement palliatif? Est-ce que c'est du soin de confort qui va être prioritaire? Est-ce qu'on est encore dans du curatif, mais avec certaines limites? Ou, pourquoi pas, du curatif sans restriction particulière? Il faut qu'on ait un cadre qui soit donné et qui soit discuté idéalement avec la personne concernée. Et ça, tant qu'on peut faire, il faut essayer d'approcher au mieux ce qu'a souhaité la personne ou ce qu'aurait souhaité la personne ou ce qu'elle a exprimé à ses proches. Et ça, c'est le rôle des proches. Mais en aucun cas, c'est l'avis du proche sur la question. C'est son témoignage qui est intéressant. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, c'est souvent l'avis des proches et des aidants qui ont un rôle important dans la définition de ce cadre, pour peu qu'on prenne la décision d'essayer de le fixer ensemble. Alors, il y a quand même un contexte aujourd'hui, c'est les mouvements anti-EHPAD. Je vous rappelle le livre donc Les Fossoyeurs, qui a effectivement dénoncé, et je crois qu'il faut pas se cacher les yeux, et à l'époque, j'étais dans une structure d'EHPAD, je n'avais pas l'impression d'être atrocement maltraitant sur certains aspects, mais certaines choses dénoncées, c'était quand même, ça existe. Je pense que si on est lucide, ça existe aussi ailleurs, hein, dans des institutions pas du tout du secteur privé. Enfin, voilà, donc c'est un livre qui a posé beaucoup de questions et qui a mis un gros discrédit sur la structure EHPAD. Et j'ai découvert, alors j'ai une copine âgée qui a 88 ans et qui a de très saines lectures. Vous connaissez? Ça s'appelle Vieux. Euh, c'est un groupe privé qui publie ça. Donc, c'est Antoine Decaune qui est le rédacteur en chef. Et il y a un article qui s'appelle Tout sauf l'EHPAD. Et alors, j'ai découvert l'existence d'un Conseil national autoproclamé de la vieillesse, le CNAV. Et donc, une personne référente de ce mouvement-là, c'est le docteur Véronique Fournier. Je crois qu'elle était responsable d'éthique à la PHP. Voilà, donc je peux parler d'elle. On est dans une journée d'éthique. Et alors, elle défend l'idée qu'il y a un nouveau modèle à créer qui doit être conçu comme un lieu de vie et non comme un lieu de soins. Donc, elle oppose. La priorité n'est pas le médical, pas d'excès et de surprotection médicale. Il faut pouvoir être en sécurité sans pour autant être trop surveillé et trop protégé. Est-ce que c'est tenable? Je n'en suis pas vraiment sûre. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il faut se méfier de tous ces discours qui valident une certaine démédicalisation de l'EHPAD et qui font de fait, pour plein de raisons, que les EHPAD deviennent des déserts médicaux, avec des pertes de chance réelles, dans le cadre d'objectifs, même sur le soin de confort. Quelqu'un qui n'a pas un traitement de la douleur adéquat ne peut pas avoir une qualité de vie satisfaisante, alors qu'il peut-être il pourrait l'avoir. Donc il y a le rapport Jandel Guérin qui disait c'est parce que l'EHPAD est un lieu de soins qu'il reste un lieu de vie. Donc on est bien dans une vision complémentaire. Alors là, je vais faire un tout petit peu de pub.
Ceux qui travaillent en EHPAD vont hurler, ils détestent l'outil Pathos, parce que c'est un outil Pathos qui sert à financer les EHPAD, donc 2002, convention tripartite. Comment est-ce qu'on évalue le volet soins de la dotation en EHPAD? Donc c'est le docteur Vettel, qui a été un peu le papa de l'outil, a conçu en 2002, donc ça fait dans ces années-là, ça fait quand même déjà longtemps, un outil qui a beaucoup évolué, qui va demander à réfléchir à partir d'un jour donné sur chaque résident, quel est le soin requis pour cette personne ce jour-là. Mais c'est une question fondamentale. Et le soin requis, c'est quoi? C'est un soin qui est utile au regard d'objectifs auxquels on a réfléchi avant, qui est faisable, ok, et qui est accepté. Ça part quand même sur de bonnes bases de réfléchir à ça. Et c'était le début d'une vraie reconnaissance de besoins et ressources nécessaires dans le champ du soin, parce qu'à partir de cette évaluation, on va donner des points dans les postes de ressources, dont le poste médical. Donc on a pour chaque résident et pour chaque ensuite ramené à l'ensemble de l'EHPAD, des nombres de points dans différents domaines, biologie, imagerie, psycho, médecin, infirmière, et le temps médical, il existe, il est matérialisé par des points. On ne sait pas comment c'est transformé en euros. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, le besoin médical, il existe et il est même chiffré. Voilà. L'outil est compliqué. Pour l'instant, les gens le voient surtout comme un outil financier qui sert à donner des sous à l'EHPAD. Mais si on s'intéresse de près à l'outil, c'est d'excellentes bases pour dire qu'il faut de la médicalisation en EHPAD. Il faut du médecin, il faut du kiné, il faut des psychologues, beaucoup. En général, dans les algorithmes, ça sort beaucoup de besoins de psychologues. Je pense que notre collègue ne pourrait être que d'accord avec ça. Et donc, c'est vraiment une reconnaissance des besoins sanitaires, donc préventifs, curatifs et d'accompagnement. Donc, le médecin coordonnateur, donc je rappelle qu'il y a eu un nouveau décret le 4 septembre 2025 qui a modifié les missions un peu du médecin coordonnateur, qui a explicité le rôle qui a évolué un peu de l'infirmière coordinatrice sur certaines missions de coordination, et qui du coup également a, pour faire face à cette désertification médicale des EHPAD, dans les missions du médecin coordonnateur, il peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent ou qui n'ont pas de médecin traitant. On voit bien que le constat est fait que la médecine libérale a des limites pour les résidents en EHPAD, donc le médecin coordonnateur peut être, comme on dit, prescripteur. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire que juste prescrire des médicaments. Donc voilà, il y a une vraie prise de conscience aussi de la sous-médicalisation actuellement des EHPAD, et revendiquer la nécessaire médicalisation des EHPAD, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a pu développer aussi ce matin, d'une image un peu idéalisée. L'EHPAD est un domicile, pas trop de médecins, mais moi je dis si quand même. C'est difficilement tenable peut-être, mais c'est quand même bien nécessaire. Voilà, c'est